Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme vous l'avez demandé depuis très longtemps, ça fait vraiment super longtemps que je vois dans les commentaires, je vais enfin vous présenter tout mon setup. Donc il y en a là-bas, voilà, il y en a vraiment partout. Donc je précise juste que ce setup, il s'est accumulé en fait avec le temps. Je l'ai commencé il y a peut-être 10 ans maintenant et c'est vrai qu'il allait de plus en plus vite depuis 2 ans maintenant, depuis que j'ai commencé YouTube. Et d'ailleurs à la fin de la vidéo, je vais vous faire gagner un truc vraiment pas mal. Donc je vais vous dissimuler une réponse parmi cette vidéo et il faudra la mettre dans les commentaires. Donc la question bien sûr viendra à la fin pour tenter de gagner le produit. Je vais commencer le tour de mon setup avec la pièce maîtresse, bien sûr, c'est mon MacBook Pro. Donc c'est le modèle de 2017, l'entrée de gamme. Donc c'est le modèle sans touch bar qui a seulement 2 ports Thunderbolt 3. C'est un peu galère. Mais voilà, donc c'est le modèle de 8 Go de RAM avec seulement 128 Go de stockage en SSD. Bon, c'est clair que ce modèle-là, c'est pas le plus fou, mais il m'a été offert par Boulanger lors de nos premières collaborations autour de l'E3 et de l'IFA. Donc mon ordi m'avait lâché. Eux ont été super sympas et m'ont fourni cette machine, donc je cracherai clairement pas dessus. C'est la machine qui me permet de faire tous mes montages maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans depuis que je suis sur YouTube en fait. Et c'est un vrai kiff. Bon, c'est clair que je suis obligé de faire des petites manipes pour monter correctement, je vous en parle juste après. Mais sinon, c'est vraiment une machine de folie. Je m'en sers à la base pour faire tout mon taf, que ce soit pour l'école ou pour la chaîne ou pour les vidéos tout simplement. Je m'en sers un peu moins dernièrement à cause de cette petite machine là, l'iPad Pro, mais je vous en reparle juste après. Bref, jusqu'ici c'était vraiment une machine de folie, mais aujourd'hui je m'en sers un petit peu moins. Je m'en passerai bien complètement, mais c'est vrai que j'ai du mal à me dire que je ferai un montage complet sur l'iPad, même s'il existe des super alternatives à Final Cut comme LumaFusion par exemple. Bien sûr, pour compléter ce MacBook Pro, j'avais besoin d'un écran parce que c'est compliqué de l'utiliser seulement avec ce 13 pouces. Et comme je vous l'ai présenté il y a quelques semaines maintenant, LG m'a envoyé le LG 34WK95UCW. Je crois que c'est cette ref, au pire si je me suis trompé, je vous l'écris juste là. Et voilà, donc c'est cet écran de 34 pouces équivalent à 5K en 21 neuvième. Donc c'est clairement une folie. En plus de ça, il est compatible Thunderbolt 3. Donc il me permet d'avoir un seul câble pour gérer la recharge, le transfert de fichiers et l'affichage sur cet écran. Donc c'est clairement l'écran qu'il me fallait, je ne pouvais pas rêver mieux et c'est l'idéal pour faire tous mes montages. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, la vidéo de présentation est sortie il y a 1 semaine ou 2 maintenant. Donc je vous laisse l'affiche juste ici ou juste ici pour aller voir ce test tout simplement. Ensuite, ce qu'on va sur le bureau, c'est les 2 petites enceintes qui sont là-bas. C'est les Logitech MX Sound. Donc clairement, elles m'ont bluffé parce qu'elles n'ont pas de caisson de basse. Mais grâce aux 2 petits évents sur le côté, on simule donc le caisson de basse. On n'est pas sur un truc de folie non plus. Mais c'est un super rapport qualité-prix. Déjà, quand je vous l'avais présenté, on était à 99 €. Là, elles ont baissé carrément de moitié. Il me semble qu'elles sont dans les alentours de 50-60 €. Donc c'est un super rapport qualité-prix si vous n'avez pas trop de place pour mettre un caisson de basse par exemple. Ensuite, ce que vous voyez sur les 2 côtés qui font de la lumière tout simplement, c'est mes Philips Hue. J'en ai 2 derrière moi, une là ça fait 3, juste ici une ça fait 4, dans la chambre une 5e et dans le couloir 6 ampoules. Donc ça me fait en tout 6 ampoules Philips Hue installées seulement, j'en ai d'autres qui sont dans les boîtes. C'est vraiment un gros kiff d'avoir des ampoules connectées et encore plus des Philips Hue parce qu'elles répondent à un écosystème. On peut en mettre autant qu'on veut, jusqu'à 50 par hub et en plus de ça, ce hub permet de ne prendre qu'un seul emplacement réseau. Donc vous l'avez compris, je suis vraiment fan des ampoules Philips Hue, c'est sûrement l'un des produits connectés que je préfère chez moi. C'est bête, mais c'est vraiment un pied dans la domotique et j'adore ça. Ensuite, sur mon bureau, on retrouve la Logitech MX Master 2S. Donc, c'est une souris. Ouais, enfin, pas seulement une souris, c'est la Rolls-Royce des souris. C'est vraiment la souris qui me permet de faire tous mes montages plus tranquillement. Donc c'est vrai que le trackpad du MacBook Pro est vraiment très agréable à utiliser. Il est large, il permet de zoomer dans sa timeline. Bref, on peut faire vraiment ce qu'on veut avec le trackpad du MacBook Pro. Mais couplé à la MX Master 2S, c'est un vrai outil de productivité. Je peux zoomer dans ma timeline. J'ai quelques macros pour faire mes montages avec seulement la souris. Donc ici, je vais couper. Ici, je vais supprimer un plan par exemple. Je vous précise juste que j'ai fait presque un test pour chaque produit que je vais vous présenter dans cette sélection. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description. S'il y a un produit qui vous intéresse en particulier, n'hésitez pas à aller voir son test. Enfin, pour finir avec les produits qu'il y a sur mon bureau, il y a bien sûr mon iPad Pro, mon bébé, avec sa petite cover. Donc ça, c'est pas la vraie cover d'Apple, hein, c'est une cover que j'ai trouvée sur Amazon. Et l'Apple Pencil. Donc clairement, l'iPad Pro, déjà j'ai vraiment galéré à le recevoir. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai mis peut-être 2 semaines sur Amazon entre des vols d'iPad, il y a eu au moins 3 vols de colis. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ferai une vidéo dédiée à l'iPad Pro de toute façon, mais c'est clairement le produit qui a tout changé dans mon workflow. Vraiment. Tout ce que je faisais sur mon MacBook Pro avant, je le fais maintenant sur l'iPad. C'est vrai que c'est beaucoup plus intuitif. Je peux utiliser mes doigts ou le stylet si je trouve ça plus confortable. Je peux retoucher mes photos, gérer tout le YouTube Studio, gérer les vidéos, écrire les textes au stylet ou directement sur l'iPad.
Bref, c'est un vrai bonheur. Le seul truc que je lui reproche, c'est un clavier. Mais bon, s'il y avait un clavier sur l'iPad, ce serait un ordi au final. Comme je vous l'ai dit juste avant, le MacBook Pro, je l'allume seulement pour éditer mes vidéos, pour monter mes vidéos. Et c'est vrai que 95% de ce que je faisais sur mon MacBook Pro, maintenant je peux le faire sur l'iPad Pro et c'est un vrai bonheur. Surtout sa connectique USB-C qui me permet de brancher que ce soit des cartes SD pour retoucher mes photos directement ou directement un disque dur. Bref, tout ça, ça me permet vraiment de me passer aujourd'hui complètement de mon MacBook Pro. En plus de ça, le stylet est vraiment super pratique. Il me permet d'écrire directement mes vidéos quand des fois j'ai la flemme de taper parce que c'est vrai que comme je vous l'ai dit, c'est difficile de taper des textes directement à l'iPad Pro. Mais voilà, je vais en faire une vidéo plus complète, plus détaillée et plus structurée surtout parce que là, c'est un peu comme ça vient. Mais vraiment, l'iPad Pro a changé complètement mon utilisation. Aujourd'hui, je sais que je pourrais très bien en fait enlever mon bureau, enlever mon écran, enlever mon MacBook et rester seulement avec mon iPad Pro sur le canapé. On va passer au montage vidéo, aux accessoires que j'utilise pour faire mes montages vidéo tranquillement. Comme je vous l'ai dit, mon MacBook Pro n'a que 128 Go de stockage, il est assez léger à ce niveau-là. Du coup, j'utilise des disques SSD de chez SanDisk. Donc celui-là, c'est le Extreme 900 de 480 Go. Et sa particularité pour un disque SSD, c'est qu'il est assez large. En fait, c'est tout simplement parce qu'à l'intérieur, on a deux disques SSD en RAID 0. En gros, il y a un bit qui va se copier sur l'un des SSD, le deuxième bit qui va se copier sur le deuxième SSD. Et ça va être fait en parallèle tout simplement pour, on va dire, doubler les vitesses de transfert. Et clairement, ce disque dur, donc j'en ai deux, deux de 480 Go, me permettent de monter toutes mes vidéos sans problème. Tous les rushs vont être stockés sur la SSD et le montage va se faire en direct dessus. En plus de ça, je vais créer des fichiers proxy. Donc c'est des fichiers avec une qualité un petit peu moins bonne, tout simplement pour faire mon montage sans trop de galère. Et à l'export, donc quand je vais enregistrer la vidéo tout simplement, on va prendre les vrais fichiers qui sont stockés sur le disque dur. Le gros avantage de ces disques, c'est qu'ils sont en USB-C avec et fourni un câble USB-C USB-C et un câble USB-C USB-B. Et donc ça, c'est vraiment pratique parce que du coup, je peux brancher ce disque dur sur n'importe quelle machine. Le seul truc que je leur reproche, c'est qu'ils soient assez larges. Au final, ils font du 2,5 pouces, donc un format traditionnel pour un disque dur et non SSD. Et enfin, pour stocker tous mes rushs, parce que vous doutez bien que sur 2 ans de YouTube, il y a énormément de rushs et énormément de vidéos. Oui, je suis le genre de mec qui garde tous ses rushs et toutes ses vidéos, même s'il ne s'en sert plus jamais. J'ai un NAS de chez QNAP, c'est le TS251 4G, TS251A 4G, avec deux disques de 8 Tera en Western Digital RAID en RAID 1. Je ne vais pas refaire toutes les explications sur les RAID, mais en gros, j'ai deux disques en redondance. Donc ça veut dire que chaque disque va se copier sur l'autre disque pour que si jamais il y en a un qui pète, j'en ai toujours un de secours. Donc en gros, sur ces deux disques de 8 Tera, je n'ai pas 16 Tera de stockage, mais seulement 8. En revanche, les disques de 8 Tera en RAID étant du matos professionnel destiné à être mis dans des armoires de brassage par exemple, ils font énormément de bruit, c'est vrai qu'ils grattent beaucoup et Western Digital s'en fout un peu au final que ça gratte vu que ces disques sont réservés à un usage, on va dire professionnel et que c'est censé être stocké en dehors d'un salon. Niveau photo, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui me posent des questions, donc je vous préviens, je ne suis pas du tout photographe ou encore vidéaste professionnel. Je suis un amateur et encore un amateur pas super expérimenté. C'est vrai que la plupart du temps, je vais poser mon appareil photo ou mon matos pour me filmer, essayer de faire des plans sympas. Mais voilà, je ne suis pas du tout un pro dans ce domaine-là. La plus grosse partie de ma chaîne YouTube a été tournée avec ce Lumix G7 et l'objectif de kit, donc c'est le 1442, celui-là. Donc ça, c'est l'objectif de kit. Ils m'ont permis, ces deux produits, de faire énormément de vidéos avec une qualité que je trouvais très correcte. Et que je trouve toujours très correct. Donc il filme en 4K, il permet de monter jusqu'en 50 images par seconde en 1080p. Bref, il a plein de fonctions très pratiques qu'on pourrait retrouver sur des appareils photo plus haut de gamme. Aujourd'hui, il est très accessible, il est en dessous des 700 € avec un objectif, il me semble. Donc voilà, si vous voulez commencer YouTube, je pense qu'aujourd'hui c'est le meilleur produit si vous voulez pas mettre trop d'argent dedans. Donc là, on filme en 4K comme je l'ai dit. Bref, avec un écran orientable. Voilà, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je me suis acheté le 25 mm de chez Panasonic. Il me semble qu'il ouvre à f1.7 ou f1.8. Non, c'est f1.7 il me semble. Et clairement, celui-là, il m'a permis de voir qu'en changeant l'objectif d'un appareil photo, on pouvait dépasser les limites qu'on avait jusque-là. Mais il y a quelques mois maintenant, j'ai la chance, j'ai eu l'opportunité de mettre un petit partenariat en place avec Panasonic France. Donc, il m'a envoyé un Lumix GH4. Donc, ce n'est pas le GH5 ou les tout derniers S1 par exemple. C'est un modèle un petit peu plus ancien mais qui fait le taf et qui permet une petite montée en gamme par rapport au G7. Mais voilà, j'ai l'impression quand même que le G7 a des options que le GH4 n'a pas. Je ne vais pas vous les citer là parce que je ne les ai pas en tête. Mais clairement, par rapport à ce que j'arrivais à faire avant, je trouve que cet appareil photo m'a permis d'aller encore plus loin et de repousser les limites que je pouvais avoir avec le G7 par exemple. En plus de ça, Panasonic m'a fourni un objectif, donc c'est le 12-60 mm.
Donc cet objectif, je l'utilise essentiellement pour faire des packshots, des petits inserts des produits pour avoir un beau flou derrière, une image nette du produit. Là, j'utilise pour filmer cette vidéo parce qu'il a un angle plus large tout simplement que le 25 mm. Donc ça me permet de prendre tout mon bureau. C'est pour ça que j'utilise. Mais en général, voilà, je garde le 25 mm pour faire les plans en facecam tout simplement parce qu'il a une ouverture plus grande, une image quand même un peu plus belle à mon goût, je trouve. Et j'utilise cet objectif pour faire tout ce qui est packshot et insert comme je l'ai dit. Ensuite, ce que vous voyez depuis tout à l'heure sur mon bureau, c'est mon stabilisateur, c'est le Feiyutech AK2000. Donc c'est pas le meilleur des stabilisateurs clairement, mais c'est sûrement un des très bons rapports qualité-prix qu'il y a sur le marché. Il me permet de faire plein de plans stabilisés tout simplement quand je suis chez moi et que je dois faire des plans par exemple en me promenant du bout de ce bureau à ce bout-là. Ça me permet de faire des plans vraiment très sympas, très fluides. Je me suis aperçu quand même qu'il avait tendance à trembler un peu quand je courais avec dehors par exemple. Donc voilà, c'est clair que je vais l'utiliser plus pour une utilisation modérée d'un stabilisateur pour faire des petits plans smooth. En plus de ça, la nacelle peut se libérer complètement pour faire des plans à 360 degrés. Donc c'est vraiment sympa. Après, c'est vrai que je n'utilise pas énormément parce que je tourne beaucoup de vidéos chez moi. Je n'ai pas l'occasion d'en tourner ailleurs. En plus de ça, il n'est pas très lourd. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Une fois qu'on a l'appareil photo dessus, on ne se pète pas le bras comme par exemple le Ronin S. Je pense qu'à lui. Mais voilà, donc c'est un bon avantage. C'est un très bon stabilisateur pour le prix. Je ne le connais pas exactement, je ne le connais plus. En fait, il a beaucoup changé. Je vous mets la fiche juste ici et vous avez juste à cliquer dessus. Ensuite, niveau accessoires, j'ai seulement 2 cartes SD avec moi. Donc j'avais une carte Lexar de 64 Go qui faisait très bien le taf. Et là, pendant les Prime Day, je suis tombé sur une SanDisk de 128 Go à seulement 25 € pour exactement les mêmes specs que la Lexar que j'avais acheté en magasin, je précise. Donc voilà, j'ai craqué seulement pour un souci de confort. C'est vrai qu'avec la 64 Go, je pouvais avoir 2-3 rushs sur cette carte SD avant de devoir la vider. Là, avec la 128, je pourrais en avoir un peu plus. C'est vraiment une question de confort. Je vais voir aussi au niveau débit ce que ça donne. Là, c'est celle qui m'enregistre, tout simplement, la 128 Go. Mais voilà, en tout cas, j'ai seulement 2 cartes SD et jusqu'à très récemment, une seule carte SD, ça faisait parfaitement le taf. Ensuite, et c'est clairement, je pense, le produit qui a changé tous mes tournages. Plus que le GH4, plus que le 1260, plus que le G7, plus que tout ce que vous voulez, c'est mon trépied Manfrotto et sa rotule. Donc la rotule, il me semble que c'est la MVH 502AH, une référence comme ça. Le trépied, je ne sais plus du tout. Je vous avais fait une vidéo sur ces deux produits en début d'année. Je vous ai expliqué pourquoi ça me changeait déjà la vie par rapport à mon ancien matos. Et c'est clair que il me permet d'être beaucoup plus libre sur ce que je veux faire. Là, je peux monter assez haut. Je suis vraiment assez haut pour pouvoir avoir un plan contre-plongée de tout ça. Et clairement, avec mon ancien matos, je ne pouvais pas faire ça. Donc voilà, c'est vraiment un très gros avantage. Je suis ravi d'avoir mis 300 balles dans un trépied et une rotule. C'est une somme de malade, clairement, on peut se le dire par rapport à la production que je fais. Mais c'est un confort inégalé dans tout ce que j'ai pu avoir sur ma chaîne. Voilà, je suis ravi d'avoir mis cet argent là-dedans. Ensuite, niveau micro, j'ai acheté, il me semble, en 2018, début 2018, je dirais, ce micro. C'est le micro Bird UM1, donc il coûte 60 balles sur Amazon. Et clairement, c'est un très bon micro, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que le son de mes vidéos est plutôt correct. Après, c'est vrai que je fais aucune retouche au niveau du son, à part l'augmenter ou le diminuer, mais je fais rien d'autre parce que je ne m'y connais pas du tout. Il faudrait que je me penche là-dessus. Mais je trouve que pour 60 balles, le son capté par ce micro est quand même très bon. Ensuite, comme vous le voyez, j'ai ce micro-là, le Memory Mic de Sennheiser. C'est vrai que je n'utilise pas trop parce qu'à un moment, il avait tendance à couper et à m'effacer tous les rushs. Là, je tourne cette vidéo avec. On va voir si j'ai pas de bug dessus. La vidéo sur mon siège de bureau a été tournée avec. Il n'a pas eu trop de soucis, on va dire. Il n'en a pas vraiment eu d'ailleurs. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir être captée correctement grâce à ce micro-cravate. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, je laisserai le rush et vous verrez qu'il n'a pas vraiment fait le taf. Donc voilà, quand ça marche, on peut dire que c'est un très bon micro déporté. Je le trouve un peu gros, c'est dommage. En plus de ça, il est blanc, donc je suis obligé de mettre un t-shirt blanc, même si je ne suis pas super fan. Donc voilà, c'est l'un des seuls défauts, on va dire. Ensuite, comme tout bon YouTuber tech qui se respecte, j'ai un sac à dos. Moi, c'est le Tulle Subterra 30 litres. Je l'adore, vraiment, je le kiffe de ouf. Bon, c'est clair que quand je l'ai sur le dos, je ressemble à une tortue. Donc voilà, il me semble que je l'avais eu pour l'IFA ou l'E3 2018, je sais plus. Mais voilà, c'est vraiment un sac qui m'a permis de mettre énormément de choses dedans. Et le problème, c'est ça. Il fait 30 litres, on peut mettre énormément de choses dedans. Déjà, à vide, il est assez lourd. Donc, je peux vous assurer que quand on a 30 litres blindé de produits tech à l'intérieur, que ce soit appareil photo, switch, trépied, bref, tout ça, ça pèse énormément sur les épaules. Et au final, en fin de journée, en fin de salon, tout simplement,
on n'a plus d'épaule. Hormis ça, il est vraiment super ce sac parce qu'il est très costaud, très rigide. Ça fait maintenant 2 ans que je l'ai. Je m'en suis servi énormément. Il n'a pas bougé. Il n'y a pas une couture qui a pété. Bah voilà, je m'en suis même servi pour me couvrir la tête lorsque j'ai eu des trompes d'eau qui me sont tombées dessus. À l'intérieur, j'avais tout mon matos photo, MacBook Pro, bref, il y avait tout dedans. Mais voilà, si j'ai fait ça, c'est parce que je savais qu'il était extrêmement robuste et que rien n'allait passer. Et en effet, aucune goutte n'est passée à travers. Le sac était parfaitement sec, pas d'humidité, rien. Pour moi, c'est un vrai petit sac de baroudeur. Hein, clairement, on peut avoir des poches partout. On en a ici aussi, avec plein de rangements. Bref, en plus de ça, je le trouve plutôt beau. Ce gris avec ce jaune fluo là. On a une autre poche ici. Et le petit truc que j'aime beaucoup, c'est tout simplement cette anse là, qui va permettre de poser le sac sur une poignée de valise. Au niveau accessoires, j'en ai plein, mais voilà, je vous en parlais de deux. Tout d'abord, il y a cette petite prise universelle que j'ai achetée sur Amazon. Je la trouve très pratique parce que elle rentre dans cette boîte et au final, en jouant avec ces deux petits cubes, on a une prise universelle qui s'adapte sur n'importe quelle prise. Et enfin, l'une de mes batteries externes préférées, la Hokey de 20 000 mAh. Je dis préférée parce que j'en ai au moins 3 ou 4 qui se battent dans mes tiroirs. Mais voilà, celle-là, c'est ma préférée tout simplement parce qu'elle a une très grosse capacité. En plus de ça, elle a un port USB fast charge, un port USB traditionnel et surtout un port USB-C qui permet et la recharge et d'être rechargé. C'est-à-dire qu'avec un seul câble, je peux recharger par exemple mon iPad Pro ou ma batterie. Et mon iPhone, parce que je me suis acheté ce petit câble USB-C vers Lightning. Donc avec seulement ce câble, je peux recharger mon iPhone sur n'importe quel appareil que j'ai. Et c'est super pratique. En général, il me semble qu'ils sont vendus dans les 20-25 euros. Celui-là, j'ai payé 7 euros sur Amazon. C'est un Ugreen. Je vous le conseille vraiment. Il a de très bons débits. Je peux faire pas mal de choses avec et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il va un peu plus vite que quand je passe par un adaptateur. Il coûte 7 euros, je l'ai eu en promo sur Amazon, en général il coûte dans les 11-12 euros. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description, mais je vous conseille vraiment ce type de produit si vous avez un iPhone et des produits en USB-C. C'est super pratique, c'est beaucoup plus fiable que de passer par des adaptateurs. Ensuite, bien sûr, je vous l'ai présenté très récemment, mais il y a bien sûr mon petit bébé, mon aspirateur robot, le Dibot Osmo 900. Clairement, je l'adore. Aujourd'hui, il est programmé pour passer tous les 2-3 jours dans mon salon. C'est vraiment super pratique et c'est clairement l'un des produits qui m'est le plus utile aujourd'hui chez moi depuis que je vis dans mon appart. Foncez, il y en a de tous les prix. Ça commence dans les 100 euros, il me semble. Ça peut monter jusqu'à plus de 1000 euros pour certains modèles. Mais voilà, si vous avez l'envie, si vous demandez si ça peut vous être utile, n'hésitez pas et foncez sur ce type de produit. C'est clairement trop pratique au final. Je me prends même plus la tête à faire le ménage chez moi. Enfin, on va passer au multimédia. Donc, je vais commencer avec ce qu'il y a sur mon bureau et on va passer ensuite sur la partie vraie multimédia de mon setup. On va commencer avec mon casque de cœur. C'est le Sennheiser Momentum Wireless. Mon casque de cœur, pourquoi? Tout simplement parce que je trouve le design assez rétro tout en étant actuel avec ces tranches en acier là. Vraiment top, je trouve le son juste magnifique, il te caresse les oreilles, hein, tu les en kiffes clairement dessus, c'est juste exceptionnel et c'est clairement le casque que je préfère pour le moment. Ensuite, quand je dois me déplacer, j'utilise plus celui-là. Donc c'est le dernier casque de chez Jabra, c'est le 85H et lui par contre il veut rivaliser directement avec le MDR1000 XM3 de chez Sony ou encore le QC35 II de Bose. Simplement parce que la réduction active de bruit est très efficace, le son est vraiment très bon, il a une très bonne autonomie, il est entièrement connecté, là il est éteint, là il est allumé, bref il y a plein de commandes partout, il est vraiment très pratique, mais au final je l'ai utilisé un petit peu et je peux vous dire qu'il y a encore du chemin avant qu'il rivalise avec le QC35 II ou encore moins avec le XM3 de chez Sony. Parce que ok il est un petit peu moins cher, mais je l'ai trouvé très léger au final au niveau de la réduction de bruit active. J'ai trouvé qu'il y avait des sons assez simples à effacer, entre grosses guillemets, à effacer, comme les bruits d'un escalator par exemple ou encore les bruits des rames de métro. Mais il a eu beaucoup de mal pour le faire. Au final, dans un escalator, j'entends encore les bruits d'escalator alors que normalement c'est un bruit constant, assez grave, donc très facile à éliminer pour ce type de casque. Celui-là n'a pas réussi à l'éliminer. Il y a plein de détails sur la réduction active de bruit qui m'ont gêné. Donc c'est clair qu'il a une très bonne réduction active de bruit. Mais je ne pense clairement pas qu'il peut rivaliser avec les deux casques de Sony ou de Bose. Mais c'est un très très beau pas de la part de Jabra dans le marché des casques à réduction active de bruit, encore plus des casques haut de gamme. Mais voilà, en tout cas, c'est à noter. Si vous avez un budget un peu plus faible et vous voulez pas mettre autant, par exemple 350 euros dans les deux casques de Sony ou Bose, vous pouvez mettre 300 euros dans celui-là, il me semble qu'il a 300 euros. Il y a des chances pour qu'il baisse prochainement. Donc voilà, gardez un œil dessus. C'est un très bon casque, mais
pour moi, il ne peut pas rivaliser avec les deux casques précédents comme je vous en ai parlé. Et au final, le produit que j'ai toujours sur moi, bah, c'est ça, les AirPods 2 avec le boîtier de charge sans fil, tout simplement parce que, bah voilà, depuis le début de la vidéo, je l'ai sur moi. On ne le voit pas, bah, je ne le sens pas non plus. Donc voilà, c'est clairement le produit que j'adore, tout simplement. C'est vrai que là, par contre, dans le métro, je vais entendre tout le bordel, hein, que ce soit les rames de métro, les escalators, les gens parler. Bref, c'est clairement pas fait pour éliminer les bruits. Mais le son délivré est quand même plutôt bon par rapport à la taille du produit. Sa possibilité de charge sans fil avec le boîtier est super pratique parce que du coup, je peux recharger mes AirPods sans même m'en rendre compte. Ils ont toujours de la batterie, c'est un gros kiff et je ne crois pas les avoir déjà rechargés en filaire. Clairement. Et je ne crois pas déjà être tombé en panne de batterie avec les AirPods. Ah, et en parlant de produits Apple que j'ai depuis le début de cette vidéo sur moi et dont je ne vous ai pas parlé, c'est bien sûr mon Apple Watch Série 3 qui est pour moi le produit Apple qui surpasse tous les autres et de très loin. Je préfère mon Apple Watch à mes AirPods, à mes AirPods 2, à mon iPad Pro, à mon MacBook Pro ou encore à mon iPhone 16. Bon, évidemment, il me faut quand même mon iPhone sur moi vu que c'est pas le modèle cellulaire. Donc je peux vous dire que j'attends vivement le prochain modèle de l'Apple Watch. D'ailleurs, activez la cloche si vous êtes abonné et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et activez la cloche bien sûr, parce qu'en septembre, je pense qu'il y a de très fortes chances pour qu'on parle de la nouvelle Apple Watch et bien sûr du nouvel iPhone 11. On va dire ça. Concernant mon téléphone principal et au final mon seul téléphone. Bon, comme je l'ai dit en milieu de vidéo, le micro a tendance à lâcher. Vous l'entendez, il m'a lâché. Donc j'ai fait au mieux pour retravailler le son un petit peu, histoire de vous rendre la vidéo au moins écoutable. J'ai l'iPhone 16 parce que comme vous le voyez, j'ai un iPad, un MacBook, une Apple Watch, des AirPods. Donc voilà, je suis à fond dans l'écosystème Apple et je trouve ça beaucoup trop pratique. C'est simple d'utilisation. Je peux faire vraiment tout ce que je veux. Il est très bon en photo, extrêmement bon en vidéo et en stabilisation. Plus qu'un téléphone, c'est un vrai outil de travail parce qu'il y a beaucoup, il y a plein de vidéos où j'ai tourné quelques rushs avec l'iPhone sans que vous en aperceviez. Parce que voilà, la stabilisation est très bonne. La 4K est aussi très bonne sur ce téléphone. Donc voilà. Je pense qu'il est temps de vous parler, hop, de ma chaise de bureau. Donc, souvenez-vous-en, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, c'est la Rect Ergo. Bon, elle est plus typée bureautique que gamer et je préfère ça puisque de toute façon, mon bureau est dans mon salon. Donc voilà, je voulais pas une chaise trop voyante. Le truc que j'aime beaucoup sur ce siège, c'est le dossier avec un filet qui m'a permis là pendant les périodes de forte chaleur de ne pas transpirer du tout quand je faisais mon montage tout simplement. Et clairement, ça doit faire maintenant 3 mois que je l'ai et je suis plus que satisfait par ce siège qui me permet tout simplement de plus me péter le dos quand je passe de longues sessions de montage sur mon ordi. Ah, et je pense que je ne les ai pas montrés, mais hop, j'ai deux Google Home. Ici, j'ai le modèle gris foncé et ici, donc toujours en Google Home Mini, le modèle gris clair. En tout cas, avec ces deux Google Home, je peux contrôler tous les produits connectés qui sont chez moi. Donc que ce soit mes ampoules connectées, ma télé, dont on parle juste après, mes prises connectées dans la cuisine. Bref, j'ai vraiment plein de choses que je contrôle à la voix grâce à Google Assistant. Et je suis plus simplement en train de demander de mettre un minuteur de 3 minutes. Donc avant tout, l'élément primordial de mon espace multimédia, c'est bien sûr ma télé. Donc c'est une 49 pouces de chez Sony, c'est la référence XF9005 et c'est tout simplement le meilleur écran sous les 50 pouces du marché. Donc on est là sur un écran 4K Smart TV avec Android. On est sur du full LED, donc on n'a pas simplement un bandeau LED sur les côtés pour éliminer la dalle. On va avoir vraiment une plaque de LED, plein de LED derrière qui va tout simplement permettre d'avoir une qualité d'image vraiment bonne, une bonne luminosité. Cette télé, je l'ai payée 1100 € à peu près. Donc voilà, je pouvais soit choisir cette télé, soit un entrée de gamme en OLED de chez LG. Et j'ai préféré m'orienter sur cette télévision, tout d'abord parce qu'on avait Android dessus. Et surtout parce que voilà, je trouvais son usage plus large, par exemple avec les consoles, les jeux vidéo ou autres, qu'avec un écran OLED. Après, je dis pas que je suis contre l'évolution vers un écran OLED, je pense vraiment que mon prochain écran sera OLED. Donc voilà, dès que j'en aurai l'occasion, je vous en parlerai plus en détail. Pour moi, l'un des gros points forts de cette télévision, hormis la qualité de l'image, parce que c'est quand même le plus important, c'est bien sûr Android. Ça veut dire que peu importe l'application que je cherche, si elle existe sur Android, j'aurai juste à télécharger l'APK et l'installer sur la télé si elle n'est pas déjà disponible sur le Play Store qui est quelque part par là. Donc voilà, ça c'est un très gros avantage. Pendant plusieurs mois, j'ai utilisé une télévision LG. Donc les télévisions sont très bonnes, la qualité de la dalle, rien à dire. Mais voilà, l'OS propriétaire m'embêtait un peu parce que dès que je voulais une application qui n'était pas sur l'OS d'LG, j'étais obligé d'attendre que les développeurs développent leur application pour cet OS-là. Donc voilà, c'était assez compliqué et c'est pour ça que je voulais vraiment que ma nouvelle télé, tout simplement, soit une télé qui tourne sous Android. Le truc sympa aussi, c'est qu'elle est compatible Google Assistant, donc j'ai juste à dire le mot magique pour allumer ma télé, changer de chaîne, mettre Netflix. Mais truc un peu relou par contre, c'est que quand j'appelle Google, ça me coupe tout simplement le son de la télé pendant de nombreuses secondes et c'est assez relou parce que quand on regarde un film et qu'on demande à Google un truc en parallèle,
et ben voilà, ça va nous couper le son, on va souvent louper des dialogues, ou voilà, des moments intéressants. Juste autour de cette télé, vous le voyez, je vous l'ai présenté il y a pas longtemps, c'est mon système Home Cinéma, donc on va retrouver la Musicast Bar 400, le caisson de basse et les deux Musicast 20, le tout de chez Yamaha, c'est un système multi-room, et clairement le son délivré par ces enceintes est complètement exceptionnel, c'est un truc de fou. C'est un système Home Cinéma qui est beaucoup trop puissant pour mon petit appart, pour mon petit salon qui doit faire aller à tout casser 20 mètres carrés. Donc voilà, j'ai tellement peu de recul qu'au final, les deux satellites qu'on doit mettre normalement derrière nous quand on regarde un film, bah là ils sont devant parce que j'ai pas la place dans mon salon pour les mettre derrière moi. Et c'est assez dommage au final parce que je peux pas profiter pleinement d'un système home cinéma comme celui-là. Juste en dessous de cette Musicast 20, on retrouve ma PlayStation 4. Donc c'est l'un des tout premiers modèles de PlayStation 4. Je me souviens plus exactement c'est laquelle. Bref, c'est une FAT en 500 Go. D'ailleurs, j'ai eu quelques commentaires qui me disaient ouais, on met pas une enceinte sur une Play 4, ça abîme le disque dur, blablabla. Sauf que il y a très longtemps que j'ai remplacé le disque dur de ma Play 4 par un SSD. Donc vous en faites pas, ça craint rien. Au final, la PlayStation 4, j'y joue plus beaucoup aujourd'hui. C'est vrai que la dernière fois que j'ai joué, c'était pour Days Gone, pour la sortie. C'est vrai que je joue beaucoup aux jeux à leur sortie. Donc il y a eu Spider-Man, bref, il y a eu tout ça. Mais voilà, j'ai du mal aujourd'hui à rallumer ma Play pour faire une partie parce que c'est vrai qu'en général, quand on va lancer un jeu de Play, et ben c'est des parties qui vont durer au minimum 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et malheureusement aujourd'hui, je n'arrive plus à trouver le temps pour jouer aussi longtemps aux jeux vidéo. C'est dommage, mais bon, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc le truc qui me permet aussi de plus du tout à jouer à ma PlayStation 4, c'est tout simplement ma petite Switch qui est pour moi ma console de cœur. J'adore ce côté hybride, donc je peux jouer sur ma télé ou en déplacement. Faut savoir que quand je pars un jour ou même un mois, la Switch est toujours dans mon sac avec moi. Elle m'accompagne partout, même si au final je l'utilise pas beaucoup en déplacement. Et bah voilà, des fois je vais vouloir jouer 10-15 minutes, que ce soit chez moi ou dans un bus, dans un avion, dans un train. Voilà, je sais que je pourrais m'éclater avec cette Switch. Et encore plus quand mes potes viennent, on peut se brancher et jouer à Mario Kart à 4 grâce aux deux Pro contrôleurs qui sont juste derrière. Et c'est vraiment pour moi la meilleure console quand on veut profiter de jeux vidéo avec ses potes, en famille, bref, à plusieurs. Malgré tout, ce que je lui reproche, c'est son côté assez cheapos, elle est full plastique, ça bouge dans tous les sens, c'est assez dommage. Et bien sûr son manque de puissance, franchement je trouve qu'elle a pas de pêche du tout. J'ai joué à Zelda Breath of the Wild et l'aliasing au niveau de l'herbe, ça m'a un peu embêté. Clairement s'il y a une Switch Pro qui arrive, je vais foncer dessus direct. Et ce serait encore mieux si cette Switch Pro pouvait être aussi jailbreakée. Parce que oui, pour la plupart d'entre vous qui sont ici, vous m'avez découvert grâce à ma vidéo du jailbreak de la Switch. Si c'est pas encore le cas d'ailleurs, je vous l'affiche juste ici ou juste ici, je sais jamais de toute façon. Mais voilà, c'est grâce à cette vidéo que la chaîne a pris un petit coup de pouce, on va dire. Donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est ma console de cœur. C'est à peu près tout pour l'espace multimédia. La dernière chose qu'on va retrouver, c'est cette ampoule Philips Hue dans ce petit luminaire là. Bon, en début de vidéo, je vous ai parlé d'un concours que j'allais mettre en place sur cette vidéo setup. Donc vous l'avez vu, j'ai parlé énormément de produits connectés. Et hop, il y a quelques semaines maintenant, Leroy Merlin m'avait envoyé ce colis. Donc c'est un colis avec plein de produits connectés à l'intérieur, contrôlés par leur box domotique Anki. Donc je ne vais pas tout dévaler ici. Donc avant tout, je précise que cette vidéo n'est pas du tout en collaboration avec Leroy Merlin. C'est juste qu'ils m'ont envoyé ce colis avec plein de produits connectés. Mais c'est des produits connectés qu'au final j'ai déjà chez moi. Donc il va y avoir des ampoules connectées, des prises connectées. Donc pour tenter de gagner cet ensemble de produits connectés, c'est très simple. Dans la vidéo, je vous ai dit combien j'avais installé d'ampoules connectées chez moi et seulement installé. Donc récupérez cette réponse, écrivez-la dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne aussi, c'est très important. Et le 17 août, je récupérerai toutes les bonnes réponses et je ferai un tirage au sort. Je contacterai le gagnant directement à la suite de son commentaire. Donc je répondrai aux commentaires pour pouvoir lui faire parvenir cet ensemble de produits connectés. C'est tout pour cette vidéo setup, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'ai vraiment mis longtemps à vous la tourner, à tout vous présenter en détail. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En plus de ça, il va y avoir plein de vidéos sur les tout derniers smartphones à la rentrée, que ce soit l'iPhone 11, le Pixel 4, le Note 10, le Fold, bref, j'en sais rien, tous les prochains smartphones qui vont sortir. Donc si vous voulez plus d'infos dessus, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à activer la cloche et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous!